Jocelyn Tricot, bonjour. Bonjour. Merci d'être ici avec nous pour cet entretien de la chaire Ivo Tramar et de pouvoir discuter ensemble sur des questions dont vous avez travaillé et notamment des thématiques en lien à la religion, la politique et la sexualité. Et peut-être une première question pour introduire cet entretien. Pourriez-vous nous parler un peu de vos travaux, de vos approches et de comment vous envisagez, vous approchez la triade religion, politique et sexualité? Merci de l'invitation. Alors, moi, j'ai commencé une thèse tardivement, en 2012, qui interrogeait la figure masculine du prêtre catholique dans les sociétés occidentales. Elle visait à analyser à la fois le déclassement de cette figure importante, à la fois dans l'espace social et culturel des masculinités, et puis sa crise de plausibilité face aux mutations de l'ordre des sexes et des sexualités. Et puis aussi, notamment face à la normalisation, par exemple, de l'homosexualité et de l'homoparentalité même. Et puis aussi d'analyser les réactions à la fois des prêtres, au niveau méso aussi des types de communautés catholiques présentes en France, et puis l'institution en général, face à ce déclin, à ce déclassement. Quelles étaient finalement ce que j'ai appelé les politiques de masculinité qui étaient mises en place, leur diversité dans le spectre catholique français. Voilà. J'en concluais quelques éléments. Premier élément, c'est que le clergé catholique paraissait assez obnubilé à la fois par l'homosexualité et l'homophobie, ce qui l'empêchait de voir d'autres problèmes que pose la sexualité et la démocratisation sexuelle, comme l'appelle Éric Fassin, qui fut mon directeur à l'Église, notamment le problème des violences sexuelles commises sur les enfants et les femmes, et qui faisait de l'Église une sorte de figure de la démocratie sexuelle inversée, quoi. J'en concluais aussi que cette question faisait qu'effectivement un certain nombre de clercs ne voyaient pas ou ne comprenaient pas pourquoi la société voyait un problème social dans ces violences, et puis que ces questions de sexualité croisaient aussi d'autres questions, notamment de la démocratie raciale, c'est-à-dire que ce débat sur la masculinité et au fond sur l'homosexualité rampante au sein du clergé catholique était une question de blanc qui excluait le clergé racisé. Or, ce clergé racisé est de plus en plus important. C'est un clergé de remplacement dans un contexte de pénurie de prêtres. Voilà. Parallèlement à cette thèse de doctorat, 2012, c'est aussi en France ce moment effervescent, comme dit Durkheim, de la manif pour tous, le mariage pour tous, la manif pour tous. Et donc j'ai mené une série d'enquêtes de terrain sur ces mobilisations catholiques contre l'extension du mariage civil aux couples de même sexe. Et j'allais dire, ce moment et cette question du mariage pour tous est révélateur d'une crispation, d'une tension entre religion et politique qui se retrouve dans d'autres questions, la gestation pour autrui, les violences sexuelles bien sûr, récemment les thérapies de conversion, mais aussi la question trans, la question de l'avortement, on l'a vu aux États-Unis, etc. Et montre que finalement, dans la modernité tardive, il faut repenser cette question de l'éthique sexuelle ou de la politique sexuelle et du lien avec les religions au regard de deux processus. Le premier processus, c'est la déprise des religions sur les sociétés occidentales. La deuxième, c'est la démocratisation sexuelle. Donc Éric Fassin entend par là une forme de politisation des questions sexuelles qui les dénaturalise et qui amène ces questions à être débattues dans l'arène démocratique au même titre que d'autres questions, je ne sais pas, la politique scolaire, la politique migratoire, sur fond d'égalité et de liberté individuelle. Et pour les religions, évidemment, c'est une sorte de choc ou
mise en crise, puisque les questions sexuelles sont perçues comme naturelles et divines. Voilà, et on voit bien comment dans ces sociétés occidentales, les différents courants religieux réagissent de manière différente. Alors ça peut aller, ces réactions peuvent aller d'une forme d'intériorisation dans le dispositif religieux de cette nouvelle norme sexuelle. On peut penser par exemple au protestantisme classique, réformé, qui par exemple ont intériorisé l'égalité femmes-hommes en féminisant son leadership. On peut penser aussi aux bénédictions des couples de même sexe, de ce côté-là. Donc une forme d'acculturation à des formes de ce que Philippe Portier appelle l'ecclésionomie, c'est-à-dire une réaffirmation de la supériorité de la norme religieuse sur les normes politiques et les choix individuels, ou à des formes d'adaptation pastorale dans le face-à-face du clerc et du fidèle. On s'adapte sans toucher à la doctrine, et on voit bien comment l'Église catholique, elle est dans cette situation entre adaptation pastorale et ecclésionomie, réaffirmation de la norme face au changement. Et je pense qu'elle est prise dans cette réaction, cette double réaction qui la met en porte-à-faux, qui la fait paraître parfois hypocrite, notamment parce qu'elle est coincée par ce que j'ai appelé le verrou sacerdotal, c'est-à-dire 5 éléments qui sont liés au cœur du dispositif catholique, qui en sont devenus sa signature par opposition à d'autres églises, c'est-à-dire la définition du clerc comme un être homme mis à part, des fidèles et sacré, sacralisé, l'affirmation par ces mêmes clercs qu'il n'existe qu'une seule sexualité, c'est l'hétéroconjugalité, et la sexualité dans le cadre du mariage en vue de la procréation, l'exclusion des femmes, de la cléricature ou du clergé, et puis l'homophobie en réalité qui est sous-jacente. Et ce verrou sacerdotal, pour certains catholiques aujourd'hui, il apparaît comme l'élément le plus toxique de l'Église catholique. On le voit avec les questions de violence sexuelle, mais aussi une forme de toxicité pour les clercs eux-mêmes. Et puis pour d'autres catholiques, il est érigé en totem identitaire, en dogme, quasi-dogme. Et si on y touche, il y a un risque terrible de protestantisation de l'Église catholique. Bref, cette série d'enquêtes et au-delà, la thèse aussi, permettent de montrer comment finalement l'Église catholique, mais au-delà les religions, sont travaillées par la démocratisation sexuelle et comment la démocratisation sexuelle travaille le catholicisme. Et puis, suite à l'ensemble de ces travaux, j'ai été recruté au sein de l'équipe de sociologues qui a travaillé pour la CIAS, la Commission indépendante sur les abus sexuels dans l'Église, pour mener une vaste enquête sociodémographique sur ces violences à partir de la parole des victimes, et on pourra en reparler évidemment. Mais ce que je voudrais dire avant d'en parler plus dans le détail, c'est que travailler sur les violences sexuelles à partir de la parole des victimes dans l'Église catholique, c'était une autre façon finalement d'aborder la question de la masculinité des prêtres, de ce que j'ai appelé la patriarcalité du pouvoir qui imprègne cette institution jusque dans les moindres détails, et à travers son effet sur la société, son effet sur les fidèles, son empreinte sociale. Voilà. Merci. Tous les éléments que nous allons ensuite encore approfondir et mettre en relation. En vous écoutant, je me demandais quelle est la place du sociologue ou du chercheur en sciences sociales lorsqu'il ou elle s'approche à ces questions spécifiques, à des champs spécifiques de la foi, avec des logiques intrinsèques de la foi, mais qui s'entremêlent avec des questions sociales, des questions politiques, des questions sexuelles. En fait, le sociologue, quand il approche les questions de genre et de sexualité et les questions religieuses, les mêle et les entrelace dans son travail, il s'affronte à deux sphères qui semblent échapper ou qui semblent extraordinaires par rapport à d'autres sphères enquêtées par les sciences sociales. Et j'en veux pour preuve les injonctions qu'il ou elle subit régulièrement à préciser son rapport intime à ces questions religion, sexualité, qui sont des questions qu'on ne pose pas, par exemple, à un sociologue du travail. Voilà.
Et c'est comme si c'était des sphères de la sociale qui, par nature, résistaient à l'enquête sociologique. Or, je crois qu'il s'agit d'en faire des sphères tout à fait banales, quand bien même, effectivement, elles exposent le chercheur à ces injonctions. Voilà, enquêter sur les religions, c'est comme enquêter sur, je sais pas moi, l'usine Renault ou sur l'école, etc. Mais c'est sûr qu'il y a une sorte de double résistance, à la fois au sein même des sciences sociales, cette idée qu'il y aurait une sorte d'extraterritorialité de ces questions, et au sein du champ social, je l'ai vu avec mes enquêtés, une suspicion de le sociologue est en fait un agent du progressisme, par exemple, au sein du catholicisme, ce qui n'est pas complètement faux, c'est-à-dire que dans les années 70, quand l'Église a connu la crise catholique, ce que Denis Pelletier appelle la crise catholique, souvent les courants progressistes se sont appuyés sur l'expertise sociologique pour dire il faut mettre en œuvre telle réforme, telle réforme, telle réforme. Mais en même temps, la sociologie, elle, n'est pas les courants progressistes. Voilà. Je ne sais pas si ça répond à votre question, mais c'est un début de réponse. Et le moment SIAZ, c'est finalement une sorte de moment où l'Église catholique réintègre l'analyse sociologique et les sciences sociales dans son corpus pour s'auto-analyser. Et on voit bien comment c'est aussi les sciences sociales qui ont suscité, enfin les travaux issus des sciences sociales qui ont suscité le plus de critiques au sein même des fidèles catholiques quand la SIAZ a remis son rapport. Ce qui veut dire qu'il y a quand même, c'est pas encore gagné. Voilà. C'est donc un processus qui évolue, un lien assez particulier que l'on peut aussi voir dans le cas spécifique de la France. Oui, on peut le voir ailleurs. Les acteurs religieux ont toujours tendance à dire, mais en fait, les sciences sociales sont réductrices, elles comprennent pas, elles passent à côté du sujet puisqu'elles prennent pas en compte l'acte de foi. Mais un acte de foi est un acte social comme un autre, à mes yeux. Voilà. Nous pourrons peut-être continuer la discussion sur notamment le cas spécifique de la France, dont vous faites référence à la fois dans votre thèse de doctorat, qui ensuite est devenu le livre des soutanes et des hommes, et ensuite aussi les travaux sur la SIAZ et sur les abus au sein de l'Église catholique. Ouais, pour mieux comprendre ces cas spécifiques, pourriez-vous peut-être nous donner un peu la spécificité historique du cas français, c'est-à-dire l'historicité de la relation entre sociale, religion et politique en France et comment elle s'est transformée au fil du temps. Bon, si on fait un peu d'histoire à la hache, un peu grossière, effectivement, il y a une sorte de spécificité française dans le rapport entre catholicisme et la construction de l'État républicain. L'Église catholique est hégémonique en France. Il y a la Révolution qui sonne son échec politique, c'est-à-dire la volonté du politique de s'émanciper de son emprise. Ça met du temps, évidemment. L'Église réagit aussi. Et on assiste finalement à cette guerre des deux France au XIXe siècle, c'est-à-dire cette opposition entre un idéal catholique et un idéal républicain qui s'affirme, mais qui s'affirme surtout en opposition et en miroir. Finalement, le mariage pour tous, le moment mariage pour tous, c'est un peu le barreau d'honneur de cette lutte entre deux absolus, qui est l'absolu républicain et l'absolu catholique, et où il n'y a pas d'intermédiaire, quoi. Et les questions sexuelles rejouent finalement la guerre des deux France, viennent réactiver cette guerre des deux France, qui était d'abord une guerre scolaire. L'Église catholique voulait maintenir son emprise sur les enfants, puisqu'elle n'avait plus d'emprise sur le gouvernement. Et là, il y a
le mariage pour tous, c'est un moment où les questions sexuelles et de genre sont un moment où les catholiques veulent réaffirmer leur emprise sur le débat politique. On voit bien par comparaison, par exemple si on prend le cas suisse, que l'histoire religieuse et politique de la Suisse montre un cadre totalement différent. Et ce qui fait que si la Suisse est beaucoup moins sécularisée que la France, paradoxalement, le mariage pour tous y est passé sans manifestation de rue menée par des courants religieux qui pour autant n'étaient pas forcément très favorables au mariage pour tous. Et ça, je pense que c'est le fait effectivement qu'en Suisse, il y a l'habitude d'avoir un pluralisme religieux, il y a une forme de reconnaissance des religions par les cantons, alors qu'il peut prendre des formes très très différentes, depuis la laïcité à la genevoise à des formes d'église quasi officielles comme à Zurich, etc. Mais qui fait que les religions sont beaucoup plus dans un dialogue et dans une forme de concordance avec l'État, et donc elles ne vont pas manifester contre une décision politique. Voilà, comme ça. Bref, on pourra y revenir aussi, mais c'est sûr que la France présente une certaine singularité à travers cette guerre des deux France qui va marquer le 19e et même le 20e siècle, en un sens. Et en même temps, voilà, ce que moi j'ai essayé de mettre en valeur dans ma thèse, on le retrouve dans d'autres sociétés occidentales, alors de manière peut-être moins exacerbée, certes, mais on le retrouve quand même. C'est-à-dire que quand on essaye de traiter cette question-là, il faut prendre à la fois l'effet local et l'effet global en compte. Voilà. Ce qu'est le travail de toute une vie de chercheur. Enfin, je veux dire, c'est pas dans une thèse qu'on a tout dit et qu'on a pu tout observer. Oui, très bien. C'est clair que le cas français et le cas suisse donnent des situations différentes et à la fois similaires. Et je pense notamment à un cas spécifique de la France sur le rapport Sauvé, sur le dispositif d'enquête de la SIAZ qui a donné ensuite un rapport final sur le cas des abus au sein de l'Église. Question aussi qui est maintenant d'actualité en Suisse, à savoir s'il faudrait mettre en place un dispositif d'enquête sécularisé, tiers, hors de l'Église. Pouvez-vous peut-être nous donner un peu l'histoire de ce rapport, de le cadrer dans le contexte de la France? Alors, le dossier des violences sexuelles dans l'Église catholique est tout à fait révélateur de ces différences nationales. Par exemple, je donne quelques exemples. En France, il a fallu que, d'abord, l'opinion publique se saisisse de la question, que l'État commence à s'en saisir, c'est-à-dire qu'avant la mise en place de la commission Sauvé, il y a eu au Sénat, dans l'arène parlementaire, une demande par des sénateurs et des sénatrices socialistes de la mise en place d'une commission d'enquête, qui n'a pas eu lieu parce que la droite l'a refusé au nom justement de la neutralité, et donc que l'État ne pouvait pas enquêter sur une seule église particulière, qui était l'Église catholique, quand bien même elle n'est pas totalement particulière en France. Et il a fallu que l'Église se ressaisisse du dispositif, mais en même temps, c'est très intéressant, demande à qui pour présider cette commission, un haut fonctionnaire, ex-responsable du Conseil d'État. Donc, j'allais dire, l'altérité légitime qu'on est allé chercher, c'est l'État républicain, pour être ce tiers légitimant l'opération. Et il a fallu que cette commission mette en place une énorme enquête fondée sur la science, qui est aussi un pilier républicain historiquement opposé à l'Église, pour justifier aujourd'hui des démarches de réparation de la part de l'Église. Si on regarde ce qui s'est passé en Suisse, avec un léger décalage temporel, en réalité, la Suisse avait déjà des dispositifs de réparation à travers la CECAR, qui est une commission tripartite, qui indemnise les victimes au nom de l'Église et de la Confédération.
Et c'est très intéressant de voir que le processus est inverse, c'est-à-dire que la Suisse a déjà mis en place finalement un dispositif réparant les victimes avant de réfléchir à mettre en place un dispositif d'enquête scientifique. Et ça dit bien des différences culturelles et des différences politiques entre les deux États. Voilà. Quoi qu'il arrive, ces émergences suisses et françaises ne sont pas isolées, elles arrivent dans un contexte mondial à partir des années 80, 90, de montée en puissance, de la dénonciation, de la mise à l'agenda médiatique et social des violences sexuelles en général, et plus particulièrement au sein de l'Église catholique, avec des vagues de révélations en Amérique du Nord, en Europe, etc. Une sorte de difficulté de des instances dirigeantes catholiques à réagir, et progressivement des mises en place assez similaires de commissions indépendantes. C'est la réponse qui se dessine un peu partout en Occident. Qu'est-ce qui fait scandale? Olivier Bobineau, Joseph Merlet et Constance Lalo le disaient ainsi. Ils disaient que c'était finalement deux sacralités qui se percutaient. Celle du prêtre, alors une sacralité en déclassement, comme je vais essayer de le montrer dans ma thèse, mais une sacralité quand même historiquement importante, et celle émergente de l'enfant et de la victime. Voilà. Et c'est ce qui redoublait le scandale des violences sexuelles au sein de l'Église catholique. On peut penser aussi au fait que l'Église catholique, jusque-là, jusqu'au mariage pour tous, se donnait aussi une place de donneuse de leçons dans le champ sexuel et dans le champ du genre, et ça redoublait aussi l'effet d'hypocrisie constaté par le public, quoi. Donc voilà, donc c'est dans ce contexte un peu effervescent à la fois mondial et français que se met en place cette commission. Encore une fois, cette commission, c'est l'Église qui serait saisie d'un dispositif que l'État aurait pu mettre en place, ou que l'État a failli mettre en place. En un sens, l'Église préfère garder la main sur le dispositif. Donc elle nomme Jean-Marc Sauvé haut fonctionnaire avec une très très forte légitimité sociale pour présider cette commission. Et là se met en place un dispositif en poupée russe, c'est-à-dire que la commission, Jean-Marc Sauvé va recruter des gens un peu de tous les horizons, c'est pas forcément des chercheurs. Cette commission, elle a 3 missions. Faire la lumière, je reprends l'expression des évêques et des religieux de France qui écrivent la lettre de mission, expliquer le phénomène et faire des recommandations pour le prévenir. Là aussi, il y a des différences. Par exemple, en Suisse, l'équipe de Zurich qui a mené la pré-enquête indépendante n'avait pas comme mission forcément de faire des recommandations. Et cette équipe était exclusivement constituée de chercheuses et de chercheurs. Donc cette commission elle-même va décider de commander des enquêtes, une enquête historique essentiellement et une enquête sociologique, qui sera menée sous la responsabilité scientifique de 2 membres de la SIAZ. Voilà. Et c'est dans ce cadre-là que moi je suis recruté pour participer à l'enquête sociologique, donc sous la responsabilité de Nathalie Bajos, avec deux autres chercheuses, Julie Ancien et Axel Valandry. Donc voilà, ça c'est le dispositif. Cette commission a travaillé de manière un peu acharnée pendant 2 ans et demi, rend son rapport. Ça a un écho médiatique extrêmement fort, un écho aussi catholique extrêmement fort, c'est-à-dire que les mots ont été repris ad nauseam dans les médias, il y a un choc, un séisme, etc. Et ça va produire aussi des effets sur le politique, puisque dans le sillage de cette commission, avant même les résultats et le rapport de cette commission, l'État lui-même va se saisir d'un dispositif assez similaire en mettant en place la CIVIS, donc une commission indépendante menée par un juge et une responsable associative sur l'inceste essentiellement et les violences sexuelles hors du contexte religieux.
Donc c'est un véritable moment politique, je crois, qui lie de manière assez étonnante ces deux absolus dont on parlait, l'absolu républicain et l'absolu catholique, mais qui n'est pas étonnant parce que s'il y a confrontation spectaculaire entre ces deux absolus, il y a aussi en réalité dans la vie quotidienne une sorte de ce que Jean-Paul, un chercheur, pardon, son nom m'échappe, appelait la catholaïcité, c'est-à-dire une sorte d'accord quand même pragmatique entre ces deux instances-là. Alors, évidemment, quand on est une équipe de recherche qui a un mandat d'enquêter sur ce phénomène, on va voir, dans un cadre plus institutionnel, une commission indépendante, on va voir ce que les autres commissions indépendantes ont fait dans les autres pays. Et surtout, on se dit qu'est-ce qui manque. Enfin, voilà. Or, ce qui manquait, je crois, dans la recherche internationale sur la question, c'était d'abord et avant tout une enquête sociologique qui vienne combler les lacunes liées aux enquêtes sur archives. L'archive, par définition, est lacunaire, surtout les archives d'une institution comme l'Église, quand cette archive doit garder les traces de phénomènes, comme les violences sexuelles, qui mettent en cause l'institution. Et donc, il s'agissait d'abord et avant tout aussi de combler cette lacune, aussi de prendre en compte la parole des victimes en dépit et pour combler, j'allais dire, le manque, la grande silenciation de ces victimes pendant des années. Donc notre enquête, elle s'est articulée autour de 3 dispositifs d'enquête. Le premier, c'est vu que la commission avait lancé un appel à témoignage des victimes, recueillir ce témoignage, à la fois d'un point de vue quantitatif et qualitatif. Le deuxième, c'était d'approfondir auprès d'un certain nombre de ces victimes qui s'étaient manifestées leur parcours, les situations dans lesquelles elles avaient été violentées, leur parcours de victimation, c'est-à-dire la manière dont elles ont réussi à, elles, se considérer comme victimes et à se faire considérer comme victimes par la société, à travers des entretiens approfondis. Et puis, troisième dispositif, c'était une enquête en population générale pour estimer à la fois l'ampleur de ce phénomène, donc par-delà les lacunes des archives, et puis comparer la prévalence de ce phénomène au sein de l'Église catholique avec cette prévalence dans d'autres sphères de socialisation. On peut penser à l'école, etc., etc. De telle manière à répondre aussi à un certain nombre de préjugés qui peuvent être défensifs d'ailleurs sur ce phénomène, comme celui qu'on entendait régulièrement dans le discours catholique. Oui, bien sûr, il y a des cas de violence sexuelle dans l'Église, mais il y en a aussi dans l'école publique, et ça, on n'en parle jamais. Ou dire, oui, mais en fait, c'est partout pareil, etc., etc. Donc voilà, le dispositif permettait d'à la fois éviter les biais des archives et à la fois d'avoir une enquête avec une très forte extension et une très forte intention, une enquête intensive à travers la finesse des entretiens, par exemple. Conclusion, ça amène, j'allais dire, un certain nombre d'apports, et ces apports sont aussi des réponses, encore une fois, à un certain nombre de préjugés. Je donne un exemple. Un des préjugés très fortement ancrés dans le discours catholique, ce sont des brebis galeuses, je reprends le terme indigène. En gros, c'est des cas isolés. Or, notre enquête montre que l'ampleur est importante et surtout que la prévalence au sein de l'Église catholique est plus importante que dans l'école publique, que dans le sport, que dans d'autres activités destinées aux enfants. Donc, c'est bien le signe que c'est un phénomène massif et qui a des facteurs violentogènes internes. Voilà. Donc, c'est pas partout pareil. Et c'est très massif dans l'Église. La seule instance de socialisation où c'est le plus massif, c'est la famille. Et pour le coup, le gouvernement a bien fait de mettre en place la Civis pour répondre aussi à cette problématique-là. Voilà, donc face aux préjugés rassurants et défensifs selon lesquels ce seraient des cas isolés ou des brebis galeuses, l'enquête montre que ce n'est pas le cas. Face aussi à une opinion conservatrice
pas seulement catholiques, mais en partie catholiques, qui voudraient que ça soit la faute à 68 et à sa fameuse promotion de la liberté sexuelle, qu'on pourrait questionner. L'enquête montre aussi que le phénomène est bien plus intense et fréquent avant 68 qu'après. Alors, la diminution est un effet structurel aussi de la diminution du nombre de prêtres, de la diminution du nombre d'enfants qui fréquentent des activités ecclésiales, mais en tout cas, c'est pas la dite révolution sexuelle de 68 qui produit ce phénomène au sein de l'Église, contrairement à ce que pense Benoît XVI, par exemple, pensait Benoît XVI, pardon. A contrario, c'est pas non plus un phénomène du passé, même s'il y a diminution. Si on rapporte ça encore une fois au nombre de prêtres encore en activité, le phénomène est encore très fréquent. Et enfin, préjugé tenace et compliqué à articuler, c'est cette idée qu'il y aurait un lien de causalité entre l'homosexualité très présente dans le clergé catholique, tabou, et la pédocriminalité. Or, ce que montre notre enquête, à la fois l'enquête en population générale et l'enquête intensive auprès de victimes, c'est que ça ne marche pas. Même si partout dans le monde, on constate qu'il y a un sexe ratio des victimes inversé par rapport à celui des familles, c'est-à-dire qu'il y a plus de garçons victimes dans l'Église catholique alors qu'il y a plus de filles dans les familles, ce sexe ratio inversé, il est essentiellement dû au fait que l'Église et le clergé catholique avaient plus accès aux garçons dans des institutions non mixtes, fermées, souvent internats, petits noviciats, écoles catholiques, mais aussi groupes d'enfants de chœur, par exemple, etc., qu'est les filles. Et au moment où, à partir de la fin des années 70, où les filles, et il y a une mixité sociale croissante dans les écoles catholiques, dans les groupes d'enfants de chœur, etc., on voit bien que le nombre de victimes filles augmente. Pareil, si on utilise l'enquête, le dispositif d'enquête auprès des victimes, on a pu identifier un certain nombre de configurations particulières favorisant les violences. La paroisse en étant un, avec un type d'abus particulier, etc. La famille en étant un autre, puisqu'il y a beaucoup de cas d'abus au sein des familles par un prêtre, soit considéré comme membre de la famille, un ami complètement intégré, les victimes parlent de quasi-oncle, soit un prêtre-oncle biologique qui abuse des enfants et profite de cette confiance qui lui est faite dans ce cadre familial, etc., etc. Il y a l'école, évidemment, et il y en a plusieurs. Et là aussi, on constate que le sexe ratio est très, très différent. Dans l'école, c'est les garçons, mais dans la famille, les filles sont aussi beaucoup atteintes, voire à égalité avec les garçons. Donc voilà. Donc en fait, l'intérêt et la force peut-être de la SIA, c'est d'avoir choisi, d'avoir pris le risque de demander à la sociologie de répondre à un certain nombre de questions, malgré la défiance à l'égard de la sociologie portée par les catholiques, et d'avoir éclairé un certain nombre de questions qui restaient assez, en tout cas peu objectivées jusque-là. Non, voilà, alors c'est effectivement, ce qui est intéressant, c'est que dans le moment post-SIAZ, c'est l'enquête sociologique qui a été la cible des critiques ou des défiances, et tout particulièrement aussi l'enquête en population générale qui amenait les chiffres et la prévalence, alors que ce sont des enquêtes, je veux dire, en termes de méthodologie tout à fait normales et normalisées dans un contexte scientifique sur d'autres questions et qui ne seraient pas remises en cause. Par exemple, un calcul de prévalence en population générale sur une maladie quelconque, un virus qui circule, ne serait pas objet de polémique, forcément. Or là, ça a été objet de polémique. Parce que, encore une fois, je crois que c'est cette enquête, plus que l'enquête historique sur les archives, qui sont venus mettre le doigt là où ça fait mal, en réalité. Et on voit bien comment, par exemple, dans le débat suisse, actuellement, pour les suites de la pré-enquête historique,
menée par l'équipe de Zurich, qui est très très bien menée par l'équipe de Zurich, c'est aussi cette question, faut-il mettre en place une enquête sociologique, faut-il mettre en place au sein d'une enquête sociologique une enquête en population générale, avec le risque de révéler effectivement une ampleur bien supérieure à ce qui est attendu, et on voit bien que ça fait peur en tout cas. Et en même temps, c'est, je crois, d'un point de vue scientifique en tout cas, un passage obligé pour objectiver et faire la vérité. En vous écoutant, c'est clair qu'il y a une configuration spécifique qui est à regarder avec une historicité du cas de la relation entre une certaine forme de masculinité au sein de l'Église catholique, des prêtres, une évolution de ce lien qui est présent notamment dans le cas de l'Église catholique, dont vous parlez dans votre thèse et dans votre livre. Comment faire le lien entre cette forme de masculinité, cette forme même de masculinité toxique et de patriarcalité de pouvoir, pour reprendre des mots que vous utilisez dans vos travaux, au cas des abus sexuels dans l'Église catholique? Ce que montre l'enquête en population générale, c'est que les deux instances de socialisation les plus violentogènes à l'égard des enfants en matière sexuelle, c'est la famille et c'est l'Église. Avec Constance Lalo, on avait déjà essayé, en préjugeant des résultats, en tout cas en estimant qu'il y avait de fortes chances que ça soit ces résultats-là, de montrer qu'il y avait, comme dirait Wittgenstein, des affinités électives entre ces deux institutions occidentales, famille et Église, et cette affinité élective, c'est ce qu'on pourrait appeler la patriarcalité du pouvoir, en reprenant le concept aux travaux sur la colonialité du pouvoir. L'idée des travaux sur la colonialité du pouvoir, c'est de dire qu'au-delà même du dispositif colonial, c'est-à-dire au-delà de la décolonisation, ce dispositif colonial a des effets permanents qui perdurent dans le temps sur la réalité des États postcoloniaux, des vies postcoloniales, personnes racisées, à la fois dans les pays qui ont été colonisés, mais aussi dans les pays colonisateurs, à travers le racisme systémique, la défiance à l'égard de l'islam, etc., etc. Patriarcalité du pouvoir, c'est aussi accepter que, par exemple pour la famille, malgré une certaine dépatriarcalisation du droit de la famille en France, à partir des années 60, disparition de la notion de chef de famille, disparition progressive aussi de l'inégalité entre l'homme et la femme dans le mariage, avec un contrôle paternel, masculin sur les femmes, etc. Malgré ça, l'institution reste patriarcale à travers des routines organisationnelles, à travers des habitudes, etc., etc. Et produit des effets toxiques en termes de violence sexuelle des hommes sur les autres membres de la famille, la compagne éventuelle, les enfants éventuels. Côté catholique, l'Église catholique, dans le contexte de la démocratisation sexuelle dont je parlais tout à l'heure, perdure dans l'affirmation de sa patriarcalité à travers son refus d'admettre l'ordination des femmes. Or, on sait que dans l'Église catholique, l'ordination donne le pouvoir organisationnel. Voilà. À travers aussi le refus d'accepter l'égalité entre les sexes et les sexualités, plus généralement, etc. Le refus d'accepter aussi l'autonomie sexuelle des femmes, avec le refus de la contraception, etc. Donc on a deux institutions, finalement, qui, dans les faits, apparaissent comme les plus violentogènes en termes de violence sexuelle, et dans les pratiques, sont les plus patriarcales. Il se trouve que dans le sport, clairement, le sexe ratio est à égalité, et même si il y a d'autres facteurs qui expliquent les violences sexuelles, c'est moins la question de cette patriarcalité du pouvoir affirmé ou en tout cas maintenu. Alors moi, ce qui m'a intéressé dans le cas de l'Église catholique, c'est effectivement cette construction d'une masculinité qui est à la fois patriarcale et en même temps
qui apparaît comme ce que j'ai appelé un bouger du genre, c'est-à-dire un peu différente de l'affirmation patriarcale ordinaire qui traverse l'ensemble de la société, puisque ces hommes qui choisissent d'embrasser le pouvoir dans l'Église catholique, tout le monde le sait, renoncent à un certain nombre de traits ou de performances qui signent normalement la masculinité hégémonique. La sexualité, la conjugalité, mais pas seulement, aussi le pouvoir économique, le pouvoir politique, voire même l'affirmation combattante et militaire, la violence physique, la violence armée, pardon. Et donc, il performe une sorte de masculinité un peu atypique, voire un petit peu subordonnée par rapport au canon culturel de la masculinité hégémonique. Et je pense que ça explique en partie aussi l'incapacité de l'institution qu'il représente à prendre en charge cette question des violences sexuelles pour tout un tas de raisons qui s'articulent entre elles de manière extrêmement complexe et qui suscitent aujourd'hui le débat interne à l'Église et externe autour faut-il maintenir le célibat des prêtres ou pas, etc. etc. Faut-il donner plus de place aux femmes? C'est au cœur des débats, par exemple, du synode sur la synodalité qui a eu lieu au Vatican récemment. Faut-il mieux accepter les questions d'homosexualité pour atténuer ou mieux prendre en charge ces questions de violence sexuelle? Et effectivement, je pense qu'il y a dans le dispositif catholique des articulations fines entre toutes ces questions, même si ce n'est pas forcément celle que le grand public imagine. Je donne un exemple, un célibat égale frustration égale violence sexuelle. Est-ce que le célibat, par exemple, joue un rôle? Oui, mais qui n'est pas un rôle direct. Le célibat a un rôle, le célibat obligatoire des prêtres, dans l'Église latine en tout cas, fait effectivement de la sexualité cléricale un objet tabou. Et ce tabou participe du silence à la fois sur une sexualité qui n'est pas perçue comme criminelle, mais aussi sur une sexualité criminelle. Étant à niveler aussi ces deux questions, puisque on regarde l'Église, toute sexualité est une infraction à la loi. Sauf qu'au regard de la loi civile, c'est pas vrai. Une sexualité avec des adultes consentants, hommes ou femmes d'ailleurs, pour un prêtre, n'est pas punissable, alors qu'elle l'est pour l'Église. Donc voilà, le célibat n'est pas le facteur forcément direct des violences sexuelles, mais il y participe, ou en tout cas il participe à son impunité. Autre question, la présence des femmes. C'est assez mécanique et assez bête, mais comme on constate à la fois dans la société comme dans l'Église que les violences sexuelles sont majoritairement des violences masculines, il est évident que s'il y avait 50% de femmes dans le clergé catholique, il y aurait moins de violences sexuelles. Voilà. Et puis, ça apporterait certainement aussi une forme de redéfinition de ce pouvoir et de dépatriarcalisation de ce pouvoir. Bon. Donc voilà, toutes ces questions-là sont aujourd'hui portées dans l'espace catholique et au-delà, et sont en débat, et c'est pas aux chercheurs de décider ce qui va en ressortir, mais c'est extrêmement intéressant de voir comment ces questions qui étaient d'abord des questions portées dans les années 60-70 par les catholiques progressistes, puis progressivement ringardisées dans le débat intracatholique, reviennent sur la scène et se politisent. Et on voit bien comment, finalement, la démocratie sexuelle, si elle est d'abord un phénomène global des sociétés occidentales, elle est aussi un phénomène interne de l'Église catholique. Quand l'Église au synode débat sur ces questions, finalement, elle participe à une sorte de démocratie sexuelle interne. De la même manière que longtemps on a pensé la sécularisation comme quelque chose d'extérieur à l'Église, comme un phénomène social qui venait laminer les bases de la foi religieuse et donc réduire progressivement l'emprise des églises sur les individus. En fait, la sécularisation, elle a aussi été interne à l'institution. D'où aussi des phénomènes comme ceux que décrivent par exemple Yann Rezon-Clézieux de désécularisation locale et localisée chez les plus
observants des catholiques qui veulent réaffirmer d'une manière un peu identitaire leur catholicisme. Un élément qui retenait l'attention notamment de Jean-Marc Sauvé au sein de la commission, mais de l'ensemble des membres de cette commission, c'est l'ambivalence d'user de la science pour répondre à un scandale social. Les violences sexuelles font de plus en plus scandale dans la société. Les violences sexuelles qui ont lieu dans l'Église scandalisent d'autant plus pour tout un tas de raisons. Et est-ce que la science va calmer le scandale ou résorber le scandale? Eh bien, on s'aperçoit que quand on va chercher la science pour répondre et résorber un scandale social, eh ben, ces diagnostics, surtout quand ils viennent percuter ce que Durkheim appelle les prénotions, tous ces préjugés dont on a parlé et auxquels répond notre enquête, eh bien, peut devenir elle-même l'objet d'un scandale ou d'une affaire, quand le scandale se retourne, dans l'opinion publique, c'est-à-dire que n'importe quel citoyen, citoyenne se sent en droit de questionner, de dénoncer les pratiques scientifiques au même titre qu'une autre pratique sociale. Et on voit bien comment, là aussi, et tout particulièrement la sociologie, encore une fois, le rapport historique annexé au rapport de la SIAZ et qui a nourri le rapport de la SIAZ n'a pas fait autant l'objet de contestation. Mais voilà, donc la science peut être prise elle-même dans une chaîne de scandalisation ou de mini-scandale et de retournement en affaires, et ça c'est particulièrement intéressant pour comprendre aussi les liens entre expertise sur les domaines comme la sexualité, la religion, des scientifiques, rapport à la religion et rapport à l'État. Et c'est une chose qu'on a vue aussi au moment du Covid, par exemple. Un certain nombre de résultats scientifiques ont été remis en cause, dénoncés, ont fait scandale aussi. C'est-à-dire, qu'est-ce que ce cas spécifique français, mais même nous avons parlé de la Suisse et d'une certaine forme de dynamique qui l'on peut trouver dans les sociétés occidentales, qu'est-ce que cela peut nous dire plus en général, si l'on peut monter plus en généralité sur cette relation entre la religion, la politique et la sexualité? Oui. Eh bien, peut-être que ça nous dit, comme ça en première approximation, c'est d'abord que au sein même du processus de démocratisation sexuelle qui œuvre de manière transversale dans la société occidentale, et même au-delà, je crois, eh bien, les religions ne forment pas un bloc frontalement opposé à la démocratisation sexuelle, et les États ne sont pas forcément eux-mêmes à l'avant-garde de la démocratisation sexuelle, de manière univoque, mais il y a des avancées d'un côté, des avancées de l'autre, etc., etc. Un certain nombre de catholiques, après le rapport de la SIAZ, ont aussi mis en avant le fait que l'Église avait fait le travail, et peut-être mieux que le gouvernement ou que d'autres institutions séculières, et que ces institutions séculières ou l'État lui-même pouvaient prendre exemple sur ce travail remarquable, ce qui était à la fois une manière de garder la face, mais aussi une réalité pas complètement fausse. Voilà. Donc il y a des espèces de mouvements avec des retours en arrière aussi. On le voit sur les questions des antigenres. Aujourd'hui, si les antigenres, si le discours antigenre est effectivement un enfant du catholicisme, du Vatican, il est porté par un certain nombre d'instances séculières, des partis politiques d'extrême droite qui n'ont rien à voir avec le catholicisme, etc. En tout cas, il y a une sorte de tectonique un peu complexe où les gentils et les méchants ne sont pas forcément ce qu'on croit, et où tout n'est pas noir et blanc, où parfois les églises sont... je dis les églises parce qu'on pourrait, surtout en territoire suisse, il est intéressant de voir comment l'église évangélique réformée, qui est l'autre église hégémonique suisse,
réagit par rapport à ces questions, etc., etc. Donc il peut y avoir voilà, des formes d'avancées et des faits plus ambivalents et plus hétérogènes que ce qu'on croit ou ce qu'on imagine être un espèce de rapport frontal. L'État porte la démocratie sexuelle et la met en œuvre à travers un certain nombre de modifications légales, et les églises seraient des pôles de résistance absolue à cette démocratisation sexuelle, quand bien même le cas français tend vers un peu là, du fait de son histoire et de cette opposition qui a marqué les rapports République-catholicisme pendant un long siècle. Eh bien, je vous beaucoup. Je vous remercie beaucoup pour l'entretien. C'était passionnant de vous écouter. Continuez à réfléchir ensemble aux questions que vous avez développées et dans vos travaux. Et merci pour votre temps, pour votre disponibilité, pour votre ouverture à parler de ces thématiques qui ne sont pas toujours faciles à traiter, mais qui sont très importantes pour essayer de comprendre comment se relationnent la religion, la sexualité et le politique dans le monde contemporain. Donc, merci beaucoup, Jocelyn. Merci à vous.